Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule d'information qui porte sur la recherche d'un logement dans la grande région de Montréal. Donc, pour planifier vos études puis vous loger à Montréal, vous pouvez considérer plusieurs options qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, de même que des coûts respectifs qui sont différents. Donc, on va regarder ensemble toutes vos options. Alors, pour ce qui est, donc beaucoup d'universités proposent qu'on appelle des campus, là, qui sont communément appelés en Europe, c'est-à-dire des logements universitaires. Donc, au Québec, on appelle ce type de logement-là des résidences universitaires. Donc, Polytechnique propose ce type de logement-là pour lequel le rapport qualité-prix est vraiment très bon, ce qui fait que plusieurs étudiants veulent y habiter. Donc, malheureusement, victimes de leur succès, du fait qu'elles sont partagées entre l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal parce qu'elles sont sur le même campus, la capacité d'accueil est limitée, puis peu de places sont disponibles. Donc, pour pouvoir y réserver une chambre, les étudiants qui sont admis à l'une des trois écoles que je viens de mentionner doivent manifester leur intérêt dès l'ouverture de la plateforme d'inscription, qui est le 1er mars de chaque année. Malheureusement, si votre intention c'était de loger dans ce type d'habitation puis que vous n'avez pas fait vos démarches depuis le 1er mars dernier, mais vos chances malheureusement sont quand même assez faibles pour que vous puissiez obtenir une place pour le trimestre d'automne. Vous allez quand même toutefois pouvoir tenter votre chance là, dès l'année prochaine si vous le souhaitez. Puis, il faut noter là, que présentement, dans la situation du COVID-19, elles sont présentement fermées par mesure de prévention. Donc, l'avantage de ce type d'habitation-là, c'est qu'il est situé sur le campus, donc à quelques pas des pavillons de Polytechnique. Puis, évidemment, la vie sociale est très dynamique là, du fait du rassemblement d'étudiants. Cependant, l'intimité est peut-être un peu moins grande que dans d'autres types de logements du fait de devoir utiliser des cuisines puis des salles de bain partagées sur les étages, puis de ne pas avoir ce que nous, on appelle peut-être une vie de quartier. Donc, l'épicerie, la boulangerie, la fruiterie, etc. Donc, ces petits commerces-là se situent malheureusement à l'extérieur du campus, puis les étudiants doivent marcher là, soit de 15 à 20 minutes pour s'y rendre ou prendre le métro là, pour une ou deux stations pour se rendre dans le quartier de Côte-des-Neiges où on retrouve là, la plupart des commerces les plus proches du campus. Donc, le coût de ce type de logement-là est d'environ 400 $ par mois. Donc, si vous n'avez pas pu réserver votre chambre en résidence, l'appartement ou la résidence de type clé en main, ça peut être une bonne alternative, surtout pour la période d'arrivée et d'installation à Montréal. Donc, en effet, bien que certains étudiants apprécient ce type de logement-là pour la durée complète de leurs études, parce que tout y est inclus, soit les meubles, la literie, l'Internet, le chauffage, etc., il y en a d'autres personnes, en fait, qui vont le préférer juste pour une courte durée, soit le temps de pouvoir trouver là, quelque chose de moins cher puis qui convienne exactement à leurs besoins. Donc, ce type de logement-là est évidemment plus cher que la résidence universitaire, mais c'est souvent sans tracas. Donc, vous y allez là, les yeux fermés. Vous pouvez habituellement louer par mois sans devoir vous engager dans une année complète. Les appartements ou les chambres les moins chères dans ce type de logement-là commencent souvent autour de 750 $ par mois. Donc, comme je mentionnais, là, le coût est plus élevé. Plusieurs étudiants vont donc se tourner vers ce type de logement-là pour la première semaine ou pour le premier mois de leur arrivée à Montréal, le temps de trouver un appartement ou une colocation. Donc, la colocation, c'est la troisième option de logement qui est, soit dit en passant, très populaire auprès de nos étudiants. Alors, bien que la colocation, ça soit le mode d'habitation privilégié là, pour les jeunes, par les jeunes, puis par le fait même de nos étudiants, avant de choisir d'opter pour ce type d'habitation-là, vous devez réfléchir à savoir si la colocation est vraiment faite pour vous. Donc, une colocation, ça peut être fait à 2, à 3, à 4, voire même à 5 personnes ou plus. Donc, vous devez vous poser la question à savoir c'est quoi votre idéal de colocation avant de commencer vos recherches. Demandez-vous, entre autres, c'est quoi le type de personne, c'est qui le type de personne avec qui vous êtes susceptible de bien vous entendre, puis avec combien de personnes vous souhaiteriez cohabiter. Donc, si vous trouvez une chambre libre dans un appartement en colocation, vous n'aurez probablement pas à signer de bail. Le bail, c'est un contrat qui vous lie au propriétaire de l'immeuble. Donc, par contre, vos colocataires, les gens avec qui vous allez choisir d'habiter, pourraient peut-être vouloir vous faire signer un petit contrat maison pour avoir une garantie de vos obligations en tant que colocataire, notamment pour laisser une trace du montant à payer là, à chaque mois.
Si toutefois vous arrivez à Montréal avec des amis avec lesquels vous souhaitez habiter, bien, vous pourriez, au lieu d'une colocation que vous trouveriez vous-même, vous pourriez envisager de louer un appartement pour vous tous, puis vous créer votre propre colocation. Donc, à ce moment-là, vous allez devoir signer un bail une fois le logement trouvé. Donc, le bail est d'une durée normale d'1 an ou dans la plupart des cas, jusqu'au 1er juillet de l'année suivante. Puis le 1er juillet, c'est ce qu'au Québec, on appelle donc la date nationale du déménageur, puisque la grande majorité des baux se terminent à cette date-là. Donc, le prix des logements varie grandement en fonction de leur taille, du quartier où il est situé, puis de la condition générale de l'édifice dans lequel il va se trouver. Donc, prenez le temps de regarder les annonces avant de quitter votre pays si vous êtes un étudiant international pour vous faire une idée là, des prix selon les caractéristiques que je viens d'énumérer. Donc, vous allez être en mesure de prendre une décision peut-être plus rapide quand vous allez commencer vos recherches sur place parce que vous allez savoir que ça vous convient directement. Donc, en gros, une chambre en colocation, ça peut facilement tourner autour de 500 $ par mois, alors qu'un appartement pour loger seul, donc seul, là, c'est sans colocation, c'est plutôt autour de 900 $ par mois. Donc, 500 versus 900. Si vous louez un grand appartement pour partir votre propre colocation, ben c'est pas rare de payer 1500 $ pour un logement là, qui aurait 3 chambres, par exemple, auquel vous devriez là, ajouter les frais d'usage. On va revenir là, sur ces différents frais d'usage un petit peu plus loin. Alors, pour choisir son quartier, quand vous allez faire vos recherches de logement, si vous êtes à l'étranger, vous allez devoir vous assurer de bien pouvoir situer les différents quartiers de la ville de Montréal si vous ne les connaissez pas déjà, pour vous assurer que le logement que vous allez trouver convient réellement à vos besoins d'étudiants, puis qu'il se situe là, à distance raisonnable de l'école selon les différents moyens de transport que vous disposez, soit le métro, l'autobus, les voies cyclables, peut-être pour certains pour une voiture, là, mais dans la plupart des cas, c'est avec les transports en commun. Alors, sachez que le campus de l'Université de Montréal s'étend sur 3 stations de métro, soit la station Université de Montréal, la station Côte-des-Neiges et Édouard-Montpetit, qui sont illustrées par le petit rond jaune sur la diapositive. Donc, par contre, les 2 stations les plus près des pavillons de Polytechnique Montréal, ce sont les stations Université de Montréal et Édouard-Montpetit. À partir de l'une ou l'autre de ces 2 stations-là, vous allez devoir marcher environ 10 minutes pour vous rendre au pavillon de l'école. Il faut savoir que sur le campus, il n'y a pas d'autobus, donc tout se fait à pied ou à vélo et soyez rassurés, là, ça se fait très bien. Même les employés de l'école font cette marche-là et prennent les transports en commun pour plusieurs d'entre eux. Donc, évidemment, la localisation puis la popularité de certains quartiers de la ville ont une influence, une incidence sur le coût moyen du loyer que vous pourriez payer. Donc, je vais vous présenter les différents quartiers de la ville de façon assez sommaire pour que vous sachiez un petit peu mieux à quoi vous attendre quand vous allez commencer vos recherches. Alors, Polytechnique, elle se situe sur le campus de l'Université de Montréal, au centre de la ville de Montréal, comme l'indique la flèche rouge, et non pas au centre-ville. Donc, il faut vraiment faire la distinction de ce côté-là. Donc, au milieu de la ville, on retrouve le Mont-Royal. Donc, Polytechnique se trouve sur le flanc nord de la montagne du Mont-Royal, comme là, il est présenté sur la flèche, la carte et la flèche rouge. Alors, comme vous pouvez le constater là, sur la carte, bien que le campus de l'Université de Montréal s'étende sur les 3 stations de métro qu'on a mentionnées précédemment, mais le quartier Côte-des-Neiges, qui s'appelle également dans son nom complet Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, est assez vaste et d'autres stations là, à proximité du campus peuvent vous permettre de vous rendre facilement à Polytechnique Montréal. On parle entre autres du métro Snowden, métro Villa-Maria et Côte-Sainte-Catherine qui se trouvent soit sur la même ligne de métro que les stations de l'école, soit la ligne bleue, ou juste au croisement de cette même ligne bleue sur la ligne orange. Donc, si vous habitez pas dans le quartier Côte-des-Neiges, plusieurs stations de métro qui touchent à de très beaux quartiers pourraient vous permettre là, de vous déplacer à l'école en moins de 30 minutes. On parle notamment du quartier Petite-Italie, Villeray, Rosemont, Petite-Patrie, le plateau Mont-Royal, qui sont desservis, là, ces quartiers-là, par les stations Castelnau, Fabre et Iberville, qui se situent sur la ligne bleue. Jarry, Beaubien, Rosemont, Laurier et Mont-Royal sur la ligne orange. Puis on a la station de métro Jean Talon là, qui se trouve au croisement des 2 lignes.
Pour ce qui est des quartiers les moins coûteux, il faut savoir qu'ils sont souvent un peu plus éloignés. On parle entre autres de Atlantic Quartier-Ville, Hochelaga, le Sud-Ouest, Verdun, La Salle et Saint-Laurent qui peuvent nécessiter le 1, 2, voire même jusqu'à 3 changements de ligne de métro pour venir à Polytechnique. Ça va vous demander, si vous habitez dans un de ces quartiers-là, entre 30 à voire 45-50 minutes de déplacement pour venir jusqu'à l'école. Donc, ces différents quartiers-là sont accessibles, entre autres, par la ligne verte, soit dans le sud-est par les métros Préfontaine, Joliette et Pineuf, ou soit dans le sud-ouest de l'île par les métros La Salle, de l'Église et Verdun, ou encore par la ligne orange, dans le nord-ouest par les métros du Collège et Côte-Vertu, puis dans le nord-est par les métros Crémazie, Sauvé et Henri Bourassa. Donc, si certains se demandent pourquoi certains quartiers ou certaines stations de métro à proximité de l'école n'ont pas été mentionnées si vous avez le plan du métro en tête, ben, c'est que le temps de déplacement, même s'il est court pour certains endroits, le prix des loyers peut vraiment être assez élevé dans certains cas. Ça s'explique parce que certains quartiers sont très recherchés pour différentes raisons, là. On parle entre autres du plateau Mont-Royal, ce qu'on appelle communément le Petit Paris, parce qu'on y retrouve une forte concentration de Français ou d'Européens en général. Les prix dans ce quartier-là sont assez élevés puisque la demande est très forte. Donc, le quartier s'étend autour des stations Laurier, Mont-Royal et Sherbrooke. Donc, ayez ça en tête. On parle également du centre-ville, qui ne fait pas exception là, à tous les centres-villes du monde où les logements, évidemment, sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Quand on parle du centre-ville, on fait référence au quartier Ville-Marie. Qui est situé, là, qui est divisé en fait en plusieurs sections. On va retrouver les sections de la Montagne, Milton Park, René-Lévesque, Vieux-Montréal, Sainte-Marie, qu'on appelle aussi le village pour la référence au village gay. Donc, le prix des loyers dans ce quartier-là, dans le quartier du centre-ville, s'explique non seulement pour la simple et bonne raison qu'on parle d'un centre-ville, mais aussi parce que le quartier est assez prisé, donc recherché entre autres par la présence de plusieurs universités. Puis, évidemment, mais ça fait augmenter le prix, d'où à cause de la forte demande. Donc, on pense entre autres aux logements qui sont situés près des stations Guy Concordia, McGill et Berry-UQAM, de même que les stations là, qui seraient adjacentes aux stations que je viens de nommer. Pour ce qui est du sud-ouest, il faut savoir qu'il est divisé en plusieurs sections. Donc, on a Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, Ville-et-Mort, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne. Toutes ces sections-là ne sont pas forcément toutes coûteuses, mis à part Petite-Bourgogne. Donc, Petite-Bourgogne, c'est, disons, un peu plus huppé, plus tendance, autour des stations Atwater et Lionel-Groux, mais pour toutes les autres sections là, du sud-ouest, c'est assez abordable. Enfin, il y a Westmount et Outremont, qui sont deux quartiers très riches de Montréal, et donc par conséquent, là, les loyers sont, disons, très chers. On retrouve même là, de très, très belles et grandes maisons de luxe dans ces deux quartiers-là, donc ça vaut la peine simplement d'aller y faire un tour pour voir et découvrir une architecture complètement différente de la ville. Mais même pour ce qui est de Westmount, là, les loyers sont pas très abondants. On en retrouve en fait presque pas, ce sont juste des grosses maisons. Donc, vous allez voir quand vous allez faire vos recherches et consulter différentes petites annonces, qu'on utilise plusieurs termes qui sont peut-être différents de là où vous habitez. Évidemment, si vous êtes québécois, vous connaissez. Mais si vous êtes un étudiant international, ça va être complètement différent de chez vous. Donc, il faut porter une attention particulière à la terminologie qui est utilisée pour bien comprendre les annonces. Alors, pour ce qui est des chiffres, donc vous voyez 1,5, 2,5, 3,5, etc. Donc, le gros chiffre représente toujours le nombre de pièces qu'on va retrouver dans le logement, puis le et demi fait référence toujours à la salle de bain. Donc, un studio, c'est une seule pièce, soit souvent un 1,5 ou un 2,5 selon la taille. Puis, on retrouve une seule pièce commune dans laquelle on peut mettre soit un lit ou une cuisine avec une cuisinette adjacente, puis une salle de bain fermée. Donc, un 3,5 sur le même principe, ça va être une chambre fermée, un salon pour le deuxième numéro, une cuisine pour le troisième numéro, donc 1, 2, 3, et un demi pour la salle de bain.
Sur le même principe, on a le 4,5 qui, en principe, est 2 chambres fermées, donc un salon, une cuisine et une salle de bain pour le demi. Mais ce qu'il faut faire attention, là, à Montréal, un 4,5, ce n'est pas toujours 2 pièces fermées, donc 2 chambres fermées. Beaucoup de logements ont des pièces doubles, ce qui fait en sorte qu'on mentionne 4,5 pour la pièce double, qui compte pour 2, mais on retrouve seulement une pièce fermée, donc une seule chambre. Donc, parfois, le nombre de chambres fermées là, est mentionné dans l'annonce, mais parfois pas. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête et de demander lorsqu'on prend le téléphone pour s'informer. C'est le même principe pour les 5,5, 6,5, etc. Alors, pour ce qui est, bon, donc pour les étudiants québécois, comme je mentionnais, là, il y a certains termes qui sont pas nouveaux, mais pour les étudiants internationaux, d'autres particularités là, de la terminologie au Québec. Donc, bien que le Québec est passé au système métrique, plusieurs aspects de la vie quotidienne ont encore des références au système impérial. Donc, c'est le cas pour les logements pour lesquels on parle encore en pieds carrés. Mais plus souvent qu'autrement, là, il faut savoir, on va parler en termes de pièces, là, comme je l'ai mentionné sur la diapositive précédente, donc 2,5, 3,5, etc. Quand on parle d'un logement meublé maintenant, donc ça signifie que tout est inclus, soit les meubles et les électroménagers. En contrepartie, un logement semi-meublé ou équipé va offrir là, seulement la cuisinière et le réfrigérateur qu'on appelle communément le poêle et frigo. Un appartement chauffé éclairé, ça signifie que le propriétaire paie lui-même pour les frais d'électricité. Donc, vous n'avez pas de facture additionnelle. Donc, vous avez la lumière et le chauffage qui sont compris dans votre prix mensuel de logement. Si l'appartement que vous visez n'est pas chauffé éclairé, prenez soin de vérifier l'état des portes et des fenêtres qui pourraient laisser passer l'air. Évidemment, si elles sont vieilles, ben, elles risquent de laisser passer beaucoup l'air, puis vous pourriez avoir une facture d'électricité plus élevée en hiver. Pour éviter évidemment les mauvaises surprises, bien, demandez avant de signer votre bail combien le locataire actuel paie en frais d'électricité à chaque mois. S'il faut savoir là, que si on vous présente un relevé d'électricité, la facturation elle est faite aux 2 mois. Donc, pour les étages, l'appartement qui est situé au niveau du sol est souvent appelé bon, le rez-de-chaussée ou plus souvent le premier étage. Donc, l'appartement qui demanderait de descendre quelques marches, lui, en contrepartie, c'est appelé un demi-sous-sol. Les demi-sous-sols sont souvent moins chers, mais la luminosité, évidemment, elle est limitée puisque les fenêtres sont au niveau de la rue. En hiver, il y a de la neige. Puis, dans votre appartement, ça veut dire que la fenêtre, elle va être située là, dans le haut de votre mur, donc ça laisse passer un petit peu moins de lumière. Alors, pour vous aider maintenant encore plus dans vos recherches, bien, en fait, je souhaite vous partager quelques petits conseils pratiques là, qui devraient pouvoir vous aider. Sachez qu'au Québec, le prix du loyer est difficile à négocier puisque ce n'est pas une pratique commune dans la province. De plus, là, comme on considère qu'il y a une forte demande de logement à certaines périodes de l'année, soit pendant la période estivale jusqu'au 1er juillet, début septembre, il y a même parfois des surenchères plutôt qu'une négociation de prix à la baisse. Donc, il est plus probable que vous deviez convaincre le propriétaire qui devrait vous choisir, vous, plutôt qu'un autre locataire. Puis vous avez le droit, là, si vous trouvez que le prix est assez élevé, plutôt que de négocier, vous avez le droit de demander combien payait le locataire précédent pour savoir si la hausse annuelle là, que le propriétaire applique pour le nouveau bail, elle est normale ou si elle est exagérée. Puis ensuite, vous pourrez prendre votre décision de choisir l'appartement ou non. Dans le cas où vous êtes intéressé là, par le loyer que vous venez de visiter, puis que plusieurs autres personnes sont aussi intéressées, pour essayer de convaincre le propriétaire de vous choisir vous, ben, évidemment, de lui démontrer votre capacité financière à pouvoir payer les frais de logement, c'est un argument de taille. Donc, vous pourrez lui mentionner que vous avez présenté des garanties financières pour l'obtention de votre permis d'études si vous êtes un étudiant international. Ça prouve que vous avez les ressources financières pour payer le loyer à chaque mois. Vous pouvez aussi mentionner que vous avez obtenu une bourse, si c'est le cas, si le montant est substantiel, puis qui peut rassurer le propriétaire. Vous n'avez pas besoin de garant à proprement parler. Donc, dans certains pays, là, on demande vraiment d'avoir un signataire, quelqu'un qui se porte garant du prix du loyer. Au Québec, c'est pas nécessaire. Mais si vous mentionnez que vos parents vont vous aider à payer votre logement, ça peut être évidemment un argument de taille si c'est le cas qu'ils ont accepté de vous aider. Donc, sachez que certains propriétaires préfèrent pour une question de garantie, faire une enquête de crédit avant de signer un bail avec un candidat, justement pour s'assurer de leur solvabilité.
Donc, si un propriétaire vous dit qu'il veut faire une enquête de crédit, vous devez savoir que si vous venez de l'étranger, ben, vous n'avez pas encore de code de crédit au Canada, donc le propriétaire ne pourra pas être assuré sur votre solvabilité par ce moyen d'enquête-là. Si vous vous trouvez dans un cas comme celui-là, ben, vous pourriez en fait offrir, et ça vaut pour tout le monde, là, vous pourriez offrir le premier mois de loyer à la signature du bail comme garantie ou lui offrir de payer, de préparer 12 chèques post-datés pour chacun des mois du loyer. Donc, à la signature du bail, assurez-vous de faire ajouter toutes les informations dont vous allez avoir discuté avec le propriétaire. Donc, par exemple, faire inscrire les réparations promises, le droit d'avoir votre animal de compagnie ou non, etc. Si vous signez un bail avec des amis, assurez-vous aussi que tous les noms de vos amis sont mentionnés sur le bail pour que vous ne soyez pas le seul responsable. Si ça n'a pas encore été discuté avec le propriétaire, demandez-lui quel mode de paiement est préférable. Donc, si le loyer n'est pas payé par chèque et que vous payez comptant, demandez toujours un reçu immédiatement après avoir payé votre propriétaire pour preuve de paiement. Vous pouvez aussi payer par virement bancaire lorsque vous aurez votre compte bancaire au Québec. Ça va vous permettre de garder une trace quand l'argent est encaissé. Si toutefois, vous prenez une chambre dans un appartement pour lequel un bail a déjà été signé, votre nom ne sera pas inscrit sur le bail, mais vous pourriez demander à vos colocataires de rédiger ensemble un contrat qui mentionne que combien vous payez, ce que les frais incluent, etc. Donc, c'est vraiment un contrat à l'amiable. Assurez-vous que tous les détails sont clairs pour vous aussi. Faites attention, c'est pas légal de vous demander votre numéro d'assurance sociale et ne laissez jamais tous vos documents d'importance, donc votre passeport, votre permis d'études ou tout autre papier original à votre propriétaire. Donc, gardez ça avec vous et on n'a pas vraiment de raison de vous les demander non plus. Donc, au Québec, c'est pas obligatoire d'avoir des assurances lorsqu'on est locataire, puisque l'assurance de la bâtisse dans laquelle vous allez loger est assurée par votre proprio. Toutefois, c'est quand même fortement recommandé, entre autres, pour assurer vos biens en cas de vol, de feu, de dégâts d'eau, etc., mais aussi pour vous protéger en responsabilité civile. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité civile? C'est que vous allez être assuré pour les dommages matériels ou corporels que vous pourriez causer à quelqu'un d'autre pour tout élément dont vous êtes responsable. Donc, le dégât d'eau, il commence chez vous, puis ça cause des dommages aux biens de votre voisin. Vous êtes responsable, c'est une responsabilité civile. Donc, magasinez vos assurances. Aussi, avant de choisir un appartement, assurez-vous d'identifier ce qui est important pour vous auprès des compagnies d'assurance ou des banques qui proposent aussi ce type d'assurance-là. Aussi, avant de choisir un appartement, assurez-vous d'identifier ce qui est important pour vous d'y retrouver. Donc, par exemple, est-ce que vous souhaitez absolument avoir une entrée d'eau pour brancher une laveuse et une sécheuse? Si vous pouvez vous accommoder d'une buanderie dans l'édifice ou au coin de la rue, donc c'est des facteurs à évaluer. Quand vous allez faire votre visite d'appartement, demandez aussi si les électroménagers sont fournis. Donc, je le mentionnais, c'est le poêle et le frigo. Et s'ils sont fournis, bien, vérifiez leur état, de même que celui des meubles si c'est un appartement meublé. Dans le cas où il serait endommagé, brisé ou quoi que ce soit, vous pourriez faire ajouter sur le bail qu'un changement est nécessaire. Vérifiez aussi l'état des serrures, l'accès à l'immeuble en général pour les éléments de sécurité. Vérifiez s'il y a de la moisissure dans la salle de bain. Demandez qui habite en haut de vous. Est-ce qu'il risque d'avoir beaucoup de bruit, etc. Donc, pensez à demander tout ce qui pourrait vous gêner. Pour ce qui est des choses à faire changer ou à réparer, assurez-vous, comme je mentionnais, de le faire inscrire à votre bail. Pour une colocation, bien, vérifiez le style des colocataires, leur notion de propreté versus les vôtres, combien de personnes peuvent visiter l'appartement pour faire des soupers, des fêtes, etc. Demandez aussi comment les autres colocataires envisagent la colocation. Est-ce que ça colle à votre style de vie? Je veux ajouter aussi ici 2 sites Internet qui pourraient vous être utiles, que vous pourrez consulter par la suite, soit la foire aux questions de la Régie du logement, puis le site de notre service aux étudiants qui a une section spéciale dédiée sur le logement. Alors, bon, vous avez ici d'autres ressources d'intérêt, soit le lien vers les résidences de l'Université de Montréal, qui s'appelle les résidences Zoom, une liste des différents moteurs de recherche qui proposent des logements également.
Donc, j'ai précédemment parlé de plusieurs quartiers à Montréal. Certains ont peut-être attiré plus votre attention que d'autres. Je vous mets ici quelques sites Internet qui vont vous permettre de retrouver toute l'information détaillée sur les quartiers, puis vous aider à approfondir vos recherches par rapport aux informations que j'aurais déjà mentionnées dans la présentation. Vous allez pouvoir également évaluer la distance de vos trajets avec les trois dernières ressources qui sont listées. Puis, en espérant pouvoir vous compter parmi nous dès la rentrée prochaine, je vous souhaite une bonne recherche de logement.